Donc, quel futur pour la filière équine? Trois tendances. Ma présentation se déroulera en trois parties. Tout d'abord, j'essaierai de vous rappeler quelques notions de prospective. Ensuite, je vous présenterai trois tendances, donc la révolution numérique, la relation homme-animal et le réchauffement climatique. Et en conclusion, je vous montrerai comment ces trois tendances peuvent avoir des relations entre elles. Tout d'abord, la prospective, qu'est-ce que c'est? Alors, on va parler des futurs possibles et pas du futur, car le futur n'est pas écrit, personne ne le connaît, je ne dispose pas d'une boule de cristal et je ne m'appelle pas Madame Irma. Pourquoi est-il nécessaire d'envisager ces futurs possibles? Cela sert avant tout à comprendre les transformations en cours de façon à anticiper l'avenir. Et anticiper l'avenir, c'est s'adapter ou agir pour favoriser les avenirs souhaitables. Souvent, ces avenirs possibles sont illustrés avec des scénarios. Vous avez peut-être déjà consulté une étude prospective qui s'appelle la filière équine française à l'horizon 2030, dont vous pourrez télécharger la présentation grâce aux liens qui sont sur ce document. Et les scénarios décrivent des futurs possibles. Ce schéma-là est une représentation classique de la prospective. On a le présent qui est connu, et plus on s'éloigne, plus on a des futurs possibles qui sont divers et variés. Les scénarios ne font que les illustrer. Comment fonctionne la prospective? La prospective s'appuie sur l'analyse des tendances lourdes qui existent. C'est pour ça que je vais vous parler de trois tendances. Néanmoins, il faut quand même rester à l'écoute de ce qu'on appelle les signes faibles, qui sont des indicateurs de bouleversements profonds qui peuvent surgir dans plusieurs années. Alors, je l'ai illustré avec cette photo qui peut vous parler pour ceux qui sont les plus équitants. La tendance lourde, les tendances lourdes, c'est ce que l'on voit, que l'on regarde dans la direction vers laquelle on va. Néanmoins, il ne s'agit pas que de regarder entre les deux oreilles de son cheval, il faut avoir une vision large, car il peut très bien y avoir un animal ou un objet étrange qui va apparaître dans le chaume et qui va entraîner un changement de direction brutal et plutôt non prévu. Nous avons identifié trois tendances lourdes qui peuvent impacter la filière cheval: la révolution numérique, le rapport homme-animal, le développement durable. Ce sont des tendances qui sont générales, qui sont des tendances générales de notre société, de notre économie. Il existe d'autres tendances dont je ne parlerai pas dans cette vidéoconférence. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la révolution numérique? Alors je commencerai par vous dire la révolution numérique, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas des distributeurs automatiques de concentrés, ce n'est pas des applications informatiques pour aider à la gestion d'un élevage, d'un centre équestre, et ce ne sont pas non plus les capteurs alimentant des objets connectés. La révolution numérique, c'est Uber qui a bouleversé l'organisation et le modèle commercial des chauffeurs de taxi, c'est Facebook qui a créé un village mondial mettant tout le monde à la portée de tout le monde, c'est les apps de Apple qui permettent à Apple de gagner beaucoup d'argent par le travail des développeurs de ces applications. C'est Wikipédia qui a réduit beaucoup l'importance de l'encyclopédie Universalis. Et puis ça peut être une académie, la Khan Academy, qui est une académie sur Internet vis-à-vis des universités classiques. Qu'est-ce qu'une révolution technologique? En fait, une révolution technologique, comme on peut le voir avec les exemples que je vous ai cités, c'est une refondation profonde de la société et de l'économie qui est déclenchée par des innovations technologiques, le numérique en l'occurrence. Donc, il est important de se poser la question, non pas quels sont les outils nouveaux, mais comment cela va modifier le modèle économique, comment ça va modifier la société. On peut regarder la révolution numérique sous l'angle du transfert de connaissances. Nous en serions dans ce cas-là à la troisième révolution. La première, c'est l'écriture, qui a permis de passer d'une transmission orale à écrite, donc qui a engendré la permanence de l'information dans le temps et l'espace. La seconde, c'est l'invention de l'imprimerie. On est passé de l'édition unitaire à l'édition en série. Elle a permis un accès à la connaissance
au plus grand nombre et non plus seulement à l'élite. Et la révolution que nous connaissons aujourd'hui, qui est due au numérique, elle rend l'information accessible partout, par tous et en même temps. Elle permet de créer de l'intelligence collective par rapport au réseau Internet. Et qu'est-ce qu'on observe? En fait, qu'elle permet on observe le passage d'une élaboration et transfert de connaissances qui était auparavant dans un mode vertical, le sachant, le maître apprenant aux disciples, aux apprenants, à un mode beaucoup plus horizontal, d'échange d'informations et de constitution et de transfert de connaissances de pair à pair, le sachant, ne disparaissant pas, mais étant plutôt un animateur des réseaux qu'un transmetteur de connaissances. On peut le voir à travers des exemples. Alors les exemples généraux, c'est l'encyclopédie Wikipédia, qui est une encyclopédie participative où tout un chacun peut contribuer. Et le grand nombre fait que aujourd'hui les études montrent qu'elle a, dans les domaines bien documentés, qu'elle a la même valeur que les encyclopédies faites par des experts. C'est Foldit, un exemple que j'aime bien reprendre. En fait, une université américaine a créé un jeu sur Internet qui consistait à trouver la forme de protéines. Ensuite, cette université, donc un jeu pour n'importe qui, pour les internautes, pour les joueurs. Ensuite, cette université a pris les 30 meilleurs de ce jeu et leur a donné la forme d'une protéine qui résistait, leur a donné une protéine dont la forme à trouver résistait aux scientifiques depuis des années, même avec leurs plus gros ordinateurs. Et ces joueurs, en réseau, ont réussi à trouver la forme de la protéine en 3 semaines et ont été à l'origine d'une publication scientifique dans une des plus grandes revues scientifiques. La force de l'intelligence collective. Et puis c'est aussi les sciences participatives ou l'enseignement inversé. J'ai cherché aussi à voir qu'est-ce qu'on a comme exemple de cette révolution numérique en marche dans la filière cheval. Aujourd'hui, elle commence juste à être atteinte au niveau de la révolution numérique. On a surtout ce que j'appelle des germes. Les forums et les groupes spécialisés d'échange de pratiques sont un exemple de cette évolution en cours. Ensuite, sous l'angle économique, qu'est-ce qu'entraîne cette révolution numérique actuelle? Le précédent système, le précédent modèle économique, était basé sur un pétrole abondant et pas cher, sur une organisation scientifique du travail, le taylorisme, et il a permis une production de masse de biens et de services avec des grandes entreprises qui employaient des salariés, qui produisaient des produits, des biens standardisés. L'objectif était de réduire les coûts et les clients étaient des consommateurs. Un exemple typique est la Ford T. Qu'entraîne cette révolution numérique? Les moteurs sont de l'information abondante et pas chère, ce qu'on appelle le big data. Le deuxième moteur est la possibilité de croiser ces données entre elles, croiser des données de sources et d'origines variées, de la valoriser avec l'intelligence artificielle, par exemple, ou ce qu'on appelle les data scientists, qui sortent des informations d'un grand volume de données. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que maintenant, l'organisation va plutôt non plus vers la production de biens standardisés, mais la production de services personnalisés. Les entreprises sont au sein d'un écosystème. Elles doivent s'adapter en permanence pour produire des services nouveaux. Elles vont utiliser moins de salariés et plus d'indépendants. C'est l'exemple des chauffeurs d'Uber, par exemple. Et les entreprises doivent faire alliance avec les autres entreprises de leur écosystème. Les clients ne sont plus des consommateurs, ils participent au cycle de production, ils sont impliqués dans la conception, ils sont fournisseurs d'informations qui vont permettre de créer des connaissances et donc ils font une partie de la production. Et l'exemple, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Vous avez du matériel agricole, des tracteurs par exemple, qui sont dotés de nombreux capteurs qui vont fournir des informations. Ces informations vont être croisées avec des données de photos aériennes par des drones, avec des données venant des photos satellites, pour être transformées, calculées et transférées en service, ce qui va permettre à l'agriculteur de diminuer ses doses de pesticides, de traiter au bon endroit. Et donc, les exemples généraux que l'on peut retrouver dans l'agriculture,
futur, par exemple, c'est John Deere qui a donc l'entreprise John Deere qui a revu son système en fournissant non plus un tracteur mais un service dans l'agriculture de précision, une plateforme comme la ruche qui dit oui, qui mise en relation des producteurs et des clients, ou beaucoup d'outils, par exemple, qui permet aux sportifs amateurs de s'entraîner pour le marathon grâce à un service qui lui est à une application informatique, une application sur smartphone. Et ce qu'il consomme, ce n'est pas une montre connectée, c'est le service qui lui est produit à travers la montre connectée. Et dans la filière cheval, on peut retrouver ce que j'appelle ces germes. Alors vous pourrez aller consulter le site Hippolia ou aller regarder À cheval sur le numérique, qui était le salon d'Angers, ou consulter les hits de Saumur. On observe le développement de plateformes de mise en relation entre acteurs, des outils d'Internet des objets pour l'entraînement des chevaux, le suivi de la santé, des applications de diffusion de connaissances, le développement de coaching à distance et le développement des écuries actives. Et donc, quels sont les enjeux pour notre filière? Quels sont les enjeux pour les professionnels de la filière? Quels sont les enjeux pour les organismes de la filière? Tout d'abord, dans les périodes de, révolution technologique, beaucoup d'organismes et d'entreprises ne réussissent pas à prendre le train en marche et disparaissent. Donc, il est particulièrement important de regarder les enjeux. Tout d'abord, le premier enjeu, on a vu, l'or noir, c'est les données. Donc, il est nécessaire de maîtriser les usages des données. Maîtriser les usages des données, c'est-à-dire qu'il y a un partage équitable de la valeur ajoutée qui est produite par l'utilisation de ces données. Les données ne partent pas aux entreprises ou aux sociétés informatiques qui auront produit des services. Il faut que le producteur de données, l'éleveur, le centre équestre, puisse bénéficier des avantages. Donc il est particulièrement important de regarder les licences d'utilisation des services utilisés. Est-ce que ces licences sont équilibrées? Est-ce que lorsque j'utilise un service, j'ai la maîtrise de ces données, je pourrais les récupérer, je sais où elles sont stockées et je peux aussi les faire disparaître si je souhaite les faire disparaître. Il faut ensuite qu'on soit en mesure de partager les données entre différentes sources. Lorsque je prends une application, est-ce que je vais rester chez un seul éditeur ou est-ce que je vais avoir la possibilité de conserver ces données et les échanger entre différentes sources, entre différents outils, entre différentes bases de données? La profession agricole, par exemple, a un gros projet sur la création d'un portail de données agricoles pour permettre justement aux éleveurs de toutes les filières de partager leurs données. Il est ensuite important que ces données puissent être utilisées par la recherche pour créer de nouvelles connaissances, pour lui permettre de créer de nouveaux services, de nouvelles connaissances. Et enfin, il va falloir qu'on repense les modes de transmission des connaissances. Comment ces outils du numérique les adapter pour la transmission de savoir-faire qui sont des savoir-faire avant tout et non pas de savoir. On n'est pas dans une connaissance théorique, on est dans une connaissance pratique. Donc comment utiliser le numérique pour permettre la perception du bon geste, à cheval par exemple, du bon sentiment. Voilà. Pour prendre un exemple, les outils de coaching à distance euh, permettent effectivement peut-être de supprimer la distance, mais par des caméras. Mais comment, derrière une caméra, peut-on sentir si on a le bon rythme, si la cadence est bonne? Bah, on peut supposer que les outils qui permettent de connaître, basés sur des accéléromètres, qui permettent de déterminer cette cadence, permettraient au coach à distance d'avoir les mêmes perceptions que s'il était sur place. Deuxième tendance forte, c'est l'évolution de la relation homme-animal. Qu'est-ce qu'on observe depuis quelques siècles? Les experts disent qu'on observe une distanciation progressive de la distance entre homme-animal. Alors les facteurs de distanciation sont nombreux. On peut citer les facteurs philosophiques, Descartes et l'homme-machine. On peut citer l'urbanisation, qui fait que l'homme est de moins en moins au contact des animaux, l'accroissement des besoins alimentaires, l'intensification de l'élevage. Ça a été une évolution progressive. Et ensuite,
eu des événements déclencheurs ces dernières années, qui sont les crises sanitaires, qui sont le réchauffement climatique qui a fait se poser des questions sur la pollution engendrée par nos activités d'élevage, et ensuite la prise de conscience de l'industrialisation de l'élevage. Et cet ensemble de facteurs a entraîné un renforcement de la cause, ce qu'on appelle la cause animale. Alors, ces mouvements défenseurs de la cause animale, que sont-ils aujourd'hui? Ensuite, il est bon de s'interroger sur leurs fondements. Alors, de façon un peu simpliste, on pourrait dire qu'il y a deux fondements. Un premier fondement qui est philosophique, intellectuel. L'initiateur est Peter Singer, qui a écrit en 1975 un livre qui s'appelle La libération animale. Le principe général, en simplifiant aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, est de considérer que l'animal est un être sensible. Il doit aussi avoir conscience de soi, et au nom de cette sensibilité, il doit être protégé et respecté à ce titre. Il y a beaucoup de courants dans ce mouvement que je ne détaillerai pas. Et le deuxième fondement, qui est celui du grand public principalement, c'est l'émotion. L'émotion suscitée face à ce qui est à la souffrance animale, ou ce qui est considéré comme de la souffrance animale. Dans ces mouvements, on peut en distinguer deux types. Ceux qu'on appelle les welfaristes, eux, leur objectif est l'amélioration du bien-être animal. Et un autre groupe de mouvements animalistes sont ceux qu'on appelle les abolitionnistes. Ils considèrent que l'élevage est une utilisation, est une exploitation des animaux. Donc leur finalité est la fin de l'élevage des animaux de rente, voire pour certaines organisations, celle des animaux de compagnie. Et L214 se trouve dans cette mouvance. Quels sont les modes d'action de ces mouvements animalistes? On peut considérer que les welfaristes sont souvent prêts à concerter et collaborer avec les professionnels pour améliorer les pratiques et conduites d'élevage. Donc cela permet la création de chartes de bien-être, de signes de qualité. En revanche, les abolitionnistes ont une autre démarche. Si on prend l'exemple de la stratégie de L214, donc L214 considère que le welfarisme est une étape, sa finalité est la fin de l'élevage des animaux de rente en passant par l'amélioration du bien-être. Il va dénoncer systématiquement les dysfonctionnements pour scandaliser la société dans le but de la transformer. Donc, c'est toutes les campagnes qui sont faites à partir de films. Cette association essaie de faire pression sur les politiques avec un site comme Politique et Animaux, dans lequel les politiques sont notés en fonction de leur attitude vis-à-vis du bien-être animal. Il faut aussi pression sur les entreprises. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train d'annoncer qu'elles n'utilisent plus les œufs de poule en cage en anticipant la réglementation, et ils utilisent de nombreux relais d'opinion qui sont des journalistes, des acteurs, et ils utilisent les réseaux sociaux pour diffuser leur vision du monde. Alors on a des réactions. Tout d'abord, une première réaction intellectuelle, qui est l'opposé, je dirais, à la motivation philosophique de ces mouvements. Donc je vous ai cité quelques exemples. Donc il y a des humanistes et des sociologues et des philosophes comme Thomas Wolff et Jean-Pierre Digard. Eux, ils prônent une différence homme-animal, ils essaient de le justifier d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue philosophique. Ils font ce que j'appellerais de l'anti-antispécisme. Il y a une autre voie, comme une sociologue de l'INRA, Jocelyne Porcher, qui montre comment il est important de restaurer une relation de travail, que le lien homme-animal est une relation de travail et qu'il faut il faut le respect des animaux et non pas seulement la compassion. Alors, comment bouge la société face à ces mouvements? Il est intéressant de regarder un sondage de l'IFOP pour la Fondation 30 millions d'amis. Alors 70% des Français considèrent que les animaux sont mal défendus par les politiques. 86% sont favorables à l'interdiction de l'élevage intensif. 90% sont favorables à l'interdiction de l'expérimentation animale lorsqu'elle peut être remplacée par des méthodes substitutives. Et 86% sont favorables à la fermeture des élevages d'animaux à fond.
Cette diapo présente le projet Accept avec un projet Accept donc, qui est fait par les instituts, par les instituts techniques avec plusieurs types de consommateurs. Alors si je suis en train de redire quelque chose que vous avez déjà eu, vous me le dites. Pour aller un peu plus vite. Donc, plusieurs types de consommateurs, 2% d'abolitionnistes, donc qui veulent la fin de l'élevage, 24% d'alternatifs qui veulent la fin des systèmes intensifs et une diminution forte de la consommation de viande. 51% des progressistes souhaitent une meilleure prise en compte du bien-être et de l'environnement, mais pas changer fondamentalement l'élevage tel qu'il est, une évolution et les compétiteurs qui estiment qu'il faut rester tel qu'on est. L'important, c'est les marchés mondiaux qui demandent à produire au plus bas coût. Un sondage IFOP a été fait pour ce projet, dans lequel on voyait que 60% des Français considèrent qu'il faut offrir un accès plein air à tous les animaux et que c'est une priorité. 59% sont insatisfaits des conditions de vie des animaux d'élevage. Et un autre signal faible qui est intéressant, c'est le sujet du bac de français de la série S de 2018. Il y avait 4 textes sur la cause animale et le sujet posé était comment les 4 textes condamnent-ils l'attitude des hommes face au monde animal? Quelle était la réaction des filières agricoles? Elles ont pris le problème à bras le corps avec ce projet qui est animé par des sociologues, comprendre le phénomène et comprendre ce que les consommateurs veulent vraiment. Ils dénoncent les dysfonctionnements présentés par les associations comme L214 comme condamnables, mais montrant que la plupart restent des exceptions. Et ils ont entrepris des démarches de collaboration avec les welfaristes pour faire évaluer conjointement les pratiques et les modes d'élevage et prendre mieux en compte le bien-être. Il y a eu plusieurs études prospectives qui ont été faites par le ministère et les différents instituts. À la fin de ce document, vous aurez des liens si vous allez les consulter. Alors j'en ai fait une synthèse, ça peut être dans lequel, à la grande H, j'ai réparti les grandes orientations en 3 directions. Donc premier scénario, les tensions économiques dans le monde continuent à être de plus en plus importantes. Donc l'objectif, la priorité, ce n'est ni le bien-être ni l'environnement, c'est nourrir les personnes, c'est faire face à la mondialisation. Donc ça entraîne et pour le français moyen, c'est manger. Donc ça entraîne une diminution des attentes sociétales autour de l'élevage et une intensification de l'élevage actuel. À l'opposé, la cause animale devient un intérêt majeur, donc on assiste à une diminution des animaux de rente et de compagnie. Alors pourquoi les animaux de compagnie? Parce que la prise en compte du bien-être entraîne beaucoup de contraintes sur leur utilisation et on voit se développer le développement on voit se développer des produits, des substituts industriels, que la viande artificielle par exemple, ou des chiens robots pour accompagner, pour remplacer le chien, un véritable animal. Et un scénario intermédiaire qui passe par le développement de l'utilité sociale de l'animal et avec une évolution par les professionnels du souci de la prise en compte du bien-être et donc qui entraîne une relation apaisée entre les parties. Alors quels sont alors les enjeux pour la filière cheval? Je pense qu'il faut se préparer à être atteint par la controverse. On ne peut pas assurer qu'elle va arriver dans le monde du cheval fortement, mais c'est une des probabilités qui existent. Donc, il est important d'avoir des résultats scientifiques pour disposer d'arguments objectifs et d'avoir des axes de communication. C'est les travaux faits par l'IFCE autour du bien-être et la quantification du bien-être dans le projet Awinos. Il faut aussi collaborer avec les welfaristes. Les négociations sont souvent complexes car les écarts sur la vision du monde peuvent être importants, mais ça permet de travailler ensemble. Alors, il y a des guides de bonnes pratiques qui sont en train d'être élaborés. Il y en a un qui est sorti par l'Union européenne. La France en a réalisé un sous l'égide de la FNC et il est en cours de validation par l'ANSES. La Suisse a sorti récemment un questionnement éthique, assimilé à un guide de bonne pratique. Il y a aussi la Belgique qui a mis ça dans sa réglementation avec un code animal.
Il est nécessaire de prise en compte le bien-être dès aujourd'hui dans les investissements lourds. C'est-à-dire aujourd'hui, si je construis des bâtiments, eh bien, moi, je pense qu'il est nécessaire de prendre en compte ces aspects-là. Est-ce que mes chevaux s'installent, mais est-ce que mes chevaux ont accès au plein air ou pas? Est-ce que ces bâtiments permettront des contacts sociaux entre les animaux? Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de système type, mais il faut les avoir en tête. Et un autre axe qui peut être important pour la filière cheval, on voit bien dans les études prospectives précédentes, la relation apaisée sera quand on a pu montrer le rôle sociétal, le rôle éducatif de l'animal et donc du cheval, donc développer le cheval médiateur, par contribuer à montrer le rôle éducatif du cheval. Ensuite, troisième tendance, la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, quel est l'impact des filières animales sur le réchauffement climatique? La part de l'agriculture dans l'émission des gaz à effet de serre en France est estimée aux alentours de 16%. Alors, il y a des chiffres avec 16, des chiffres avec 20%, mais à la limite, c'est pas grave, il faut retenir l'ordre de grandeur. Donc un petit cinquième de l'émission globale des gaz à effet de serre. Les herbivores font partie et surtout les ruminants, des grands producteurs de méthane. Alors, dans cette annonce de l'impact des filières animales, il y a un combat de chiffres actuellement. Les détracteurs nous présentent des résultats comme il faut 13 500 litres d'eau pour faire 1 kg de bœuf, il faut 7 kg de céréales pour produire 1 kg de bœuf, ou 2 kg pour produire 1 kg de poulet. Les filières agricoles répondent oui, mais il faut prendre en compte autre chose, il faut regarder la quantité de protéines consommables par l'homme nécessaire pour produire 1 kg de protéines animales. C'est là où on a de la concurrence et on dit dans les systèmes ruminants de viande, par exemple, les ruminants mangent de l'herbe que l'homme ne peut pas consommer, donc il faut bien, dans ce cas-là, 0 kg de protéines que l'homme peut manger pour produire 1 kg de viande. Donc, ces chiffres, c'est pour vous les montrer. On n'a pas de certitude scientifique là-dessus, sur le véritable impact sur les filières. Il y a besoin de creuser et de montrer quels sont tous les systèmes de flux qui se créent. Et pour le cheval, alors là, on a très peu, pas de chiffres pour les équidés. Il y a une vieille étude qui a annoncé que si un bovin émet 60 kg par tête de méthane par an, un équin est à 20, donc beaucoup moins, mais l'équin est quand même beaucoup plus que les porcs ou les poules. Ce qui ramené aux émissions totales fait pas grand-chose, mais à un moment où tout le monde devra faire un effort pour réduire, il faut se poser la question comment la filière pourra participer à cet effort collectif. L'attente de la société, elle est surtout portée, ce qu'on observe, c'est qu'elle est portée par les plus âgés. Les plus jeunes sont plus sensibles au bien-être qu'à l'aspect environnemental de l'élevage ou de la relation avec les animaux. 52%, donc un peu plus que la moitié des Français se déclarent insatisfaits du respect de l'environnement par l'élevage, mais finalement 57% reconnaissent très mal connaître l'élevage. En revanche, 60% sont satisfaits de l'entretien des paysages par l'élevage. Par contre, une question morale qui est souvent mise en avant, c'est comment nourrir 10 milliards de personnes en 2050. Est-il moral de réserver des terres pour nourrir des animaux alors qu'elles pourraient être utilisées plus avantageusement pour nourrir des hommes? Et enfin, le dernier rapport du GIEC qui est arrivé il y a quelques semaines, tout début octobre, qui disait que non, c'est pas à 2 degrés qu'il faut limiter le réchauffement climatique, il faut le limiter à 1,5 degré, et pour cela, il faut réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 45% en 2030 et avoir un bilan nul, c'est-à-dire réduire de 100% en 2050. 2030, vous vous rendez compte, c'est quand même demain à l'échelle des évolutions que nous demandons. Alors, quelles sont les réponses? Quelles sont les réponses? Alors, les filières agricoles en général ont eu une exigence de l'État au sein d'un qu'on appelle le plan bas carbone, demandant 12% de réduction des gaz à effet de serre pour 2029 et une réduction par moitié, donc moins 50% en 2050. Cette évolution passe par la promotion de l'agroécologie, c'est-à-dire l'utilisation des systèmes écologiques pour réduire la pollution,
des travaux de recherche et développement pour objectiver l'impact environnemental des productions, proposer des systèmes d'élevage ou de production adaptés. Chaque filière a fait un plan bas carbone. Par exemple, la filière lait annonce qu'elle va réduire de 20% par litre de lait l'émission de gaz à effet de serre jusqu'en 2025 et qu'elle va intégrer, que 100% des éleveurs sont intégrés dans les plans de réduction dans les 10 ans à venir. Il y a des études prospectives qui sont assez complexes, parce qu'elles sont souvent au niveau mondial, et avec deux tendances. Soit on est sur des conditions dures économiques et que l'environnement passe au second plan, donc ça entraîne un renforcement de l'intensification. Soit il y a vraiment une prise en compte du développement rural, et ça se traduit dans les modèles d'utilisation des surfaces, d'utilisation des terres agricoles, une tension en fait sur les surfaces, parce qu'on réserve, prendre en compte la réduction, prendre en compte le développement durable, fait changer les pratiques agricoles, moins de rendement, donc il faut plus de surface pour produire des céréales, produire des aliments végétaux, et donc ça entraîne une diminution des productions végétales et parfois des tensions sur cette surface. Donc ça peut concerner par ricochet effectivement la filière cheval. Quels sont les enjeux pour notre filière? Il est nécessaire de vraiment évaluer l'impact environnemental, quel est le véritable impact réel de la filière cheval, montrer aussi ses effets bénéfiques, car tout ce qui est pâturage contribue au stockage du carbone, donc permet de compenser les émissions de CO2. Mais une question, c'est quelle est la vraie demande pour, entre guillemets, un cheval écologique? Et dans les autres filières, on montre qu'on peut transformer la production s'il y a une demande du consommateur. S'il n'y en a pas, c'est très difficile parce que ceux qui font des efforts ne sont pas récompensés. Et étudier les faisabilités techniques de ces évolutions. Établir un plan. Alors, au deuxième enjeu, établir un plan filière. Donc, la gouvernance de la filière a pris cela en compte. Hein. Il faut améliorer les systèmes de production dans tous les domaines. Le système de production, ce n'est pas simplement d'élevage, c'est en élevage, c'est ce qui est la formation des chevaux, ce qui est l'utilisation des chevaux, etc. Donc, les axes d'amélioration tournent autour de l'agroécologie et penser à des systèmes économes en ressources. Notamment, on parle beaucoup de l'eau pour l'utilisation des surfaces de travail, mais on peut penser à d'autres ressources. Et l'utilisation des énergies renouvelables. Et comme tout à l'heure, il est important de prendre en compte le développement durable dès aujourd'hui lorsqu'on réalise des investissements des bâtiments, lorsqu'on cherche une localisation, lorsqu'on fait des surfaces de travail, pour le problème de l'eau. Enfin, en conclusion, quelles sont les interactions entre ces tendances? Donc, j'ai essayé de vous montrer quelques interactions qu'on peut constater. Alors, en vert, c'est celles qui ont un effet positif l'une sur l'autre, et en rouge, c'est celles qui ont des effets négatifs. La révolution numérique permet l'agriculture de précision qui a un effet positif sur le développement durable en diminuant la consommation de pesticides, par exemple. La révolution numérique est importante si on veut développer l'agroécologie, car elle permet le partage de connaissances. Et des études de l'INRA ont montré que faire de l'agroécologie, on ne peut le faire qu'en comparant les pratiques faites par les uns et les autres au sein de réseaux. La révolution numérique peut avoir un effet négatif sur la relation homme-animal. L'animal ne devient plus qu'un chiffre avec des données. Prenons un exemple, je travaille un cheval et je ne travaille un cheval qu'en regardant les résultats de mes applications informatiques et je perds le sentiment d'homme de cheval qui sent ce qui se passe au niveau du cheval. À l'inverse, ça dépend comment on l'utilise, elle peut permettre un meilleur suivi des animaux, c'est-à-dire j'utilise non pas ces résultats de mes applications pour remplacer le contact avec le cheval, mais il me permet de sentir des choses que je ne sentirais pas, que je mettrais plus de temps à sentir. Un exemple, je peux, avec la température de l'animal et les mouvements, avoir des signes indicateurs d'une future maladie qui est très difficile encore à voir avec ses propres yeux. Et cette révolution numérique permet aussi une meilleure compréhension du grand public dans la relation pro-cheval. Dès qu'il y a des sites qui permettent de montrer comment la mise en réseau, les comptes Facebook, les systèmes de réseau permettent aux éleveurs
aux professionnels de montrer comment ils travaillent avec leurs animaux, comment ils prennent en compte cette relation. Et ensuite, entre le développement durable et relation homme-cheval, euh, la relation animale peut avoir des effets défavorables au développement durable lorsqu'on est dans des systèmes intensifs. Et inversement, les modèles agroécologiques prônent un contact beaucoup plus important avec le cheval et donc permettent une relation apaisée.